Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, à l'heure du retour de la guerre en Europe, de l'agression russe en Ukraine, de la stratégie de puissance de la Chine, de la persistance des risques terroristes ou encore de la multiplication des menaces hybrides, chacun d'entre nous a conscience de l'importance du rôle de nos armées pour nous protéger et, quand le besoin s'en fait sentir, pour faire entendre la voix de la France. Les mots du général de Gaulle sont toujours d'actualité lorsqu'il disait « La France ne peut être la France sans la grandeur ». Et en son temps, lui aussi avait dû faire face plusieurs fois à des bouleversements géostratégiques et technologiques majeurs. Je ne peux m'empêcher de penser au choix d'investissements massifs qu'il avait dû faire pour le nucléaire militaire au détriment d'autres investissements capacitaires. Et l'histoire lui a donné raison. En cela, je dirais que cette LPM a quelque chose de gaullien. L'enjeu, mes chers collègues, est de continuer d'assurer à la France son autonomie d'analyse, de décision et d'action sans dépendre d'un quelconque protecteur. De lui assurer, par ailleurs, son statut de puissance d'équilibre et de pays cadre pour d'autres nations. Les choix que nous aurons faits à l'issue de l'examen de ce texte, qui nous engage pas seulement pour les 7 prochaines années, mais bien au-delà, car la défense est une affaire de temps lent, entre autres parce que les programmes d'armement sont lents. Mes chers collègues, je sais ô combien vous savez que notre responsabilité est grande, car nous allons débattre de l'avenir de notre modèle d'armée, des moyens qui lui seront alloués et de la sécurité des générations futures. Soyons à la hauteur de l'engagement de nos valeureux soldats qui, fidèles à l'histoire et aux valeurs de l'armée française, sont prêts, si la réussite de leur mission les y oblige, à aller jusqu'au sacrifice suprême. Au moment où je vous parle, j'ai naturellement une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui sont morts pour la France, ainsi que nos blessés, et je sais que chacun d'entre vous s'associe à cet hommage. Derrière les trajectoires financières ou derrière les cibles d'équipement, il ne faut jamais oublier qu'il y a des femmes et des hommes qui sont les premières richesses de nos armées. Voter une loi de programmation militaire, c'est aussi prendre la responsabilité d'un texte qui a un impact sur la condition de l'exercice de métier et de vie de plus de 207 000 militaires d'actifs, 63 000 civils de la défense qui sont animés d'un sens de l'engagement profond et, comme vous le savez par ailleurs, de nos réservistes. La loi de programmation militaire qui s'achève a permis de réparer nos armées après des décennies de sous-investissement. L'impulsion donnée en 2017 a permis d'engager une modernisation capacitaire appréciée sur le terrain et a eu un impact positif pour nos militaires dans leur quotidien. Nous avons aujourd'hui un socle solide pour assurer la remontée en puissance de nos armées, comme l'a souligné d'ailleurs le rapporteur de nos collègues Yannick Chenevard et Laurent Jacobelli. Désormais, après le temps de la réparation de nos armées, vient celui de la transformation. Cette transformation et la consolidation de nos armées s'articulent autour de plusieurs axes dans ce projet de loi. Le premier axe, qui en est sa clé de voûte, c'est la modernisation de notre dissuasion nucléaire dans toutes ses composantes et dans une logique de stricte suffisance pour rester crédible. Le deuxième axe, c'est que nos armées seront prêtes à réagir de façon rapide et de manière décisive dans le cas d'un éventuel engagement majeur. À ce titre, un des pivots de ce projet de loi est de consolider les capacités qui seront cruciales dans un conflit de haute intensité. Je pense entre autres à l'artillerie lourde, à la défense sol-air, aux drones, aux munitions et à nos blindés. Ces capacités, comme tous les équipements de nos armées, devront bénéficier du meilleur des ruptures technologiques qui s'annoncent, que ce soit dans le domaine quantique, de l'intelligence artificielle, l'hypervélocité ou de la connectivité. Nous devons également disposer des capacités et des systèmes de commandement pour être en mesure de continuer à porter le rôle de nation cadre au sein d'une coalition
lors d'engagements majeurs. Il s'agit enfin de renforcer la cohérence de nos armées grâce à un soutien logistique et un maintien en conditions opérationnelles de qualité. Le troisième axe de ce projet de loi, c'est de donner à nos armées la capacité de défendre et d'agir dans les champs hybrides. Comme je vous le disais, l'espace, les fonds marins, le cyber ou encore les bulles informationnelles constituent aujourd'hui des champs de conflictualité au même titre que la terre, l'air ou la mer. La compétition, la contestation et l'affrontement sont aujourd'hui devenus multimilieux et multichamps. Tous les représentants des états-majors ont insisté sur cette révolution copernicienne de la conflictualité. Le quatrième axe, concernant nos territoires d'outre-mer, il est plus que nécessaire d'améliorer encore davantage leur protection, car, nous le savons, les menaces et les pressions de nos compétiteurs stratégiques s'intensifient au large de nos territoires ultramarins. Enfin, le cinquième axe, c'est notre entrée dans une logique d'économie de guerre. Cela est indispensable et nous permettra de gagner en agilité de production en cas d'engagement dans un éventuel conflit de haute intensité. Pour cela, il est nécessaire de consolider les entreprises dans notre base industrielle et technologique de défense, de disposer d'un maximum de filières d'approvisionnement souveraines et de mieux capter l'innovation dans nos territoires. Ce sera bénéfique pour nos territoires, puisque, comme vous le savez très bien, mes chers collègues, les investissements dans la défense se traduisent par des emplois à l'échelle locale. Avant de conclure, je souhaiterais partager avec vous mon point de vue sur deux points en particulier. Le premier, je me réjouis que la réflexion pour l'élaboration de cette LPM n'ait pas consisté à déduire un format humain et capacitaire à partir d'une trajectoire financière, mais plutôt à un réexamen approfondi des besoins de nos armées au regard de nos objectifs et des menaces pour aboutir à une trajectoire financière adaptée et cohérente, en l'occurrence celle de 413 milliards d'euros de besoins programmés. Le second, comme j'ai pu le partager avec les interlocuteurs que j'ai auditionnés, j'estime qu'il est essentiel d'agir concrètement pour la modernisation, la simplification et le fonctionnement de notre appareil de défense. À rebours d'une culture commandée par le principe de précaution, il convient de valoriser l'audace et la prise de risque. Il faut réduire les normes, simplifier les circuits de décision, faire davantage confiance à l'échelon le plus proche du terrain dans une logique de subsidiarité. J'ai la conviction que c'est au prix d'un tel changement d'état d'esprit que la transformation de nos armées promue par la loi de programmation militaire 2024-2030 sera pleinement effective. Pour conclure, mes chers collègues, sachez que j'ai pleinement confiance dans le fait que collectivement, nous serons à la hauteur des enjeux et que nous ferons de cet examen un débat constructif sur notre politique de défense. Nous aurons sans doute des divergences, elles sont non seulement inévitables et même parfois nécessaires. Toutefois, je sais que chacun d'entre vous sera guidé par la même boussole, l'intérêt supérieur de la nation. Et mes chers collègues, en guise de mot de la fin, je vous dirai au travail et vive l'armée française.